Bonjour. Au sommaire du journal du business aujourd'hui, nous avons 3 actualités, dont la première nous conduit aux États-Unis, qui viennent de bannir 4 pays africains de l'AGOA, parmi lesquels le Gabon, le Niger et l'Ouganda. Ensuite, nous allons parler de la hausse des prix de l'électricité en Côte d'Ivoire à compter du 1er janvier 2024. Et enfin, nous parlerons de pétrole au Gabon. Le programme AGOA est un programme qui existe maintenant depuis plus de 23 ans. En réalité, il s'agit d'un programme que les États-Unis ont créé en destination des pays africains pour faciliter l'exportation des produits africains sur le marché américain en donnant une facilité principale, l'exonération de douane. Ceci étant applicable pour à peu près 6000 produits. L'initiative, de prime abord, semble être bonne puisque ceci sera l'occasion pour les pays africains de pouvoir pénétrer un marché dans lequel ils n'auront pas de barrières douanières. Et donc, de fait, ceci leur permettrait d'avoir des marges beaucoup plus conséquentes, d'autant plus qu'on sait que l'essentiel des producteurs africains sont de très petits producteurs qui produisent essentiellement de manière artisanale. Ce n'est donc pas en réalité une initiative qui permettrait aux pays africains d'inonder le marché américain, vu que la production locale sur le continent n'est pas importante. Il semble bien évidemment impensable que les États-Unis puissent créer une telle offre à destination des pays asiatiques, par exemple. Dans tous les cas, cette initiative a permis aujourd'hui à 35 pays de pouvoir travailler avec les États-Unis et donc d'y envoyer de la marchandise. Il faut le dire, à des échelles différentes. Ce qu'il faut toutefois préciser d'entrée de jeu, c'est que les États-Unis ont conditionné l'accès et le maintien dans l'AGOA par le respect de 2 règles. La démocratie, selon les États-Unis, et bien évidemment les droits de l'homme, selon les États-Unis. En gros, tout pays qui ne respecterait pas les droits de l'homme et la démocratie au sens où les États-Unis l'entendent pourrait se voir être exclu de l'AGOA. C'est donc ainsi qu'on a enregistré depuis quelques années maintenant une succession d'élimination de certains pays de l'AGOA. Pour faire simple, les pays dans lesquels il y a eu des coups d'État, tels le Mali, le Burkina Faso et maintenant le Niger, plus le Gabon, ont été exclus de l'AGOA. Des pays comme l'Ouganda aussi ont été exclus de l'AGOA pour des raisons différentes. Les 4 pays que je viens de citer l'ont été avec pour motif la démocratie. Vu que ce sont des coups d'État militaires, on a décidé de les exclure de l'AGOA. De l'autre côté, on a des pays comme l'Éthiopie qui est en proie à une guerre civile, mais aussi aujourd'hui l'Ouganda, dans lequel on est plutôt avec un gouvernement qui a décidé de fortement pénaliser l'homosexualité. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Ouganda sous Museveni a pris des mesures assez drastiques contre les homosexuels, votant même une loi qui irait jusqu'à la peine de mort pour des personnes qui étaient passibles d'actes récidivistes d'homosexualité. Dans les faits, cette peine de mort n'est jamais appliquée, mais elle existe quand même et la loi a été très durement corsée lors des précédents mois. Il faut préciser que suite à cette sortie-là, le gouvernement américain avait bien évidemment réagi en excluant de l'AGOA l'Ouganda et le président ougandais avait réagi lui aussi à son tour en disant que les États-Unis surestiment l'importance de l'AGOA pour les pays africains, comme si c'était quelque chose qui changeait le cours des économies africaines. Et c'est vrai que quand on a une analyse un peu plus globale de l'impact de l'AGOA sur les pays africains, la vérité c'est qu'on est plutôt proche de la poudre de perlimpinpin. L'initiative AGOA n'est pas du tout efficace. Très peu de pays en réalité en bénéficient. Quand on regarde la balance commerciale des pays africains et que l'on voit les sommes que l'initiative AGOA rapporte aux pays africains, on est vraiment sur des montants très faibles dans l'ultra-majorité des cas. Ce n'est donc pas là un moyen pour les États-Unis réellement de pression. Par contre, ce qu'on peut aussi comprendre très clairement, c'est l'intention américaine derrière ce genre d'initiative. En créant une initiative comme celle-là, qui semble de prime abord être quelque chose qui va être bénéfique aux pays africains, en réalité, on crée une dépendance, ou du moins, il y a l'idée de créer une dépendance, de telle sorte que désormais, l'adhésion ou le maintien dans l'AGOA devienne un moyen de pression. Malheureusement, la faiblesse des économies africaines, la faiblesse des industries africaines a fait que l'AGOA ne morde réellement pas. D'ailleurs, le programme AGOA se termine en 2025 et on se pose la question sur la pertinence de sa reconduction ou pas. C'est vous dire à quel point les gens ne sont pas vraiment convaincus que ce programme-là ait été pertinent. Mais ceci questionne une fois de plus, malheureusement, sur la manière avec laquelle beaucoup de pays occidentaux
traitent et travaillent avec des pays africains. Les pays africains sont-ils pas libres de pouvoir définir leur propre notion de démocratie? Ne sont-ils pas libres de décider qui va diriger leur pays? Ne sont-ils pas libres de décider de qui ils veulent et de qui ils ne veulent plus? On a eu récemment, déjà avec la France, pendant plusieurs mois, une scène rocambolesque dans laquelle un pays décide de ne pas quitter un territoire qui n'est pas le sien avec son armée. Au final, on s'est bien tous rendu compte que même si le Niger, ce n'est pas une foudre de guerre sur le plan militaire, il était juste impossible et intenable pour l'armée française de se maintenir au Niger contre la volonté des autorités locales. Et évidemment, la France a fini par partir avec la honte que ceci a pu entraîner sur le plan international. Mais il faudrait que nous puissions aussi bien comprendre comment le monde fonctionne. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. L'initiative AGOA, tout comme les pseudo-aides que l'on donne aux pays africains, ne sont rien d'autre que des moyens de pouvoir exercer des pressions et des chantages sur ces derniers. La preuve, à chaque fois que des pays africains ont eu une position qui ne plaisait pas à des dirigeants occidentaux, ils se sont tout de suite vus sanctionnés en leur retirant quoi? Des aides ou des facilités. Donc en réalité, on comprend bien que ce ne sont pas les populations africaines qui intéressent réellement les dirigeants occidentaux, c'est plutôt avoir des dirigeants en Afrique qui vont être dociles et qui vont adhérer à ce que les pays occidentaux peuvent vouloir admettre comme étant bon. On reproche à beaucoup de pays africains leurs amitiés, leurs relations, leurs accointances avec la Russie, avec la Chine par exemple, alors que dans le même temps, la France, les États-Unis collaborent énormément avec la France et même avec la Russie, en termes notamment d'énergie. Je ne sais pas comment vous analysez cette décision du gouvernement américain, mais elle vient bien conforter l'idée selon laquelle il est plus qu'urgent pour les pays africains d'être autonomes dans leur gestion, d'être autonomes dans la manière avec laquelle ils vont pouvoir se prendre en charge, mais surtout de pouvoir diversifier les partenariats. Si aujourd'hui les États-Unis ne veulent plus que les pays africains y envoient leurs matières premières ou alors y envoient les produits de leur artisanat sans payer de douane, peut-être que la Russie, peut-être que la Chine, peut-être que d'autres parties du monde pourraient être intéressées pour pouvoir substituer les États-Unis et travailler simplement à la collaboration. Nous avons vu cela déjà dans le domaine militaire. Le retrait de la France et d'autres puissances a permis à la Russie et à d'autres de pouvoir s'implanter dans le cadre d'une coopération. Si aujourd'hui l'AGOA ferme ses portes, c'est peut-être l'occasion pour d'autres puissances de venir travailler avec les Africains parce qu'à la fin de la journée, les matières premières, on en a toujours besoin. La deuxième actualité nous amène en Côte d'Ivoire pour parler de l'augmentation du prix de l'électricité. Il faut dire que les nouvelles ne sont pas très bonnes pour les foyers ivoiriens depuis quelques semaines. Après la polémique des maillots à 60 000 francs pour la canne, qui sont très clairement, il faut le dire, bien au-dessus du panier moyen de l'Ivoirien, on a eu la polémique autour de l'augmentation de la taxe de 4% pour les VTC, qui va clairement être là aussi quelque chose qui va impacter le coût de vie des citoyens. Et plus récemment, on a appris que le gouvernement a décidé d'imposer une augmentation de 10% sur le prix de l'électricité. Il faut savoir que l'électricité est une denrée qui a énormément d'impact. Parce qu'en fait, quand on augmente le prix de l'électricité, c'est le coût de la vie lui-même qui est véritablement augmenté. Parce que tout ce qui est transformé sur la base de l'électricité va devoir être augmenté. Les industriels qui se servent de l'électricité, vu qu'on va leur impacter le prix de l'énergie, ils vont forcément le répercuter dans le prix des denrées qu'ils transforment. Et donc, voilà pourquoi les augmentations des prix de l'électricité sont très surveillées, parce qu'en fait, ça va impacter tout le reste de la vie quasiment de la population. Et donc, on ne va pas simplement se retrouver avec une augmentation du prix de l'électricité, mais on va se retrouver avec une augmentation aussi de toute la vie quasiment quotidienne. Ce qui est bien évidemment toujours difficile dans ce genre de situation, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation salariale derrière. On va se retrouver avec une vie qui coûte beaucoup plus cher et des revenus qui ne vont pas suivre. Dans tous les cas, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est là dans une deuxième augmentation. Après les 10 premiers pourcents qui n'avaient touché que 11% des abonnés, donc 412 000 personnes, le gouvernement ivoirien a donc rajouté désormais, dès le 1er janvier 2024, une augmentation généralisée pour tout le réseau, ou du moins pour tous les consommateurs du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Il faut savoir que dans un premier temps, le gouvernement avait décidé d'épargner tous les petits consommateurs, c'est-à-dire ceux qui avaient des ampérages entre 5 et 10 ampères, là où il y a l'essentiel de la population, pour aller vers des gens qui avaient une consommation beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, on est revenu donc pour pouvoir toucher les 89% de la population au travers de cette augmentation. Ainsi donc, le prix moyen du kilowattheure va passer de 79 francs CFA à 87 francs CFA pour un coût
de revient moyen de 89 francs CFA. Avant la récente hausse de juillet dernier, le tarif était de 73 francs CFA au kWh. De manière très claire et basique, les prix de l'électricité vont augmenter, mais il faut s'attendre à ce que les prix des denrées, bien évidemment, elles aussi soient impactées parce que l'électricité est au cœur du développement. En réalité, le gouvernement explique que cette décision vise à rééquilibrer les finances du secteur énergétique. Depuis quelques années, le secteur connaissait un déséquilibre financier accentué par des facteurs exogènes qui ont affecté le secteur de l'énergie sur le plan mondial. En effet, le déficit financier du secteur électrique ivoirien est passé de 57,1 milliards de francs CFA en fin 2021 à 33,32 milliards de francs CFA en fin 2022, avant d'atteindre 127 milliards de francs CFA fin 2023. Le ministre a donc signifié que pour la seule année de 2023, la perte d'exploitation était estimée à 161 milliards de francs CFA avant le premier ajustement qui était survenu au mois de juillet dernier. Toutefois, il faut préciser quand même que jusqu'au mois de juillet dernier, la Côte d'Ivoire et le Niger pratiquaient le prix du kilowattheure de l'électricité le plus bas de la zone UEMOA, excepté la Guinée-Bissau, à hauteur de 79 francs CFA. Le Bénin et le Burkina Faso étaient en tête des pays dont le kilowattheure vendu était les plus chers, à raison de 128 et 121 francs CFA. Donc, le gouvernement dit que oui, nous avons peut-être augmenté, mais nous sommes encore loin d'être les plus chers de la sous-région. C'est une nouvelle qui a du mal à passer. Beaucoup d'acteurs politiques, notamment, commentent cette actualité-là en demandant au gouvernement de revoir sa stratégie, en demandant au gouvernement de pouvoir trouver d'autres voies et moyens de contenir ce déficit parce que, bien évidemment, comme expliqué tout à l'heure, l'impact sur l'électricité risque d'entraîner une inflation faisant augmenter des prix, ce que tout le monde craint, bien évidemment. La dernière information nous vient du Gabon, là où le gouvernement de Clotaire Oligui a décidé d'exercer son droit de préemption sur les actifs d'Assala Énergie. Vous savez que dans des gros marchés, quand vous décidez de racheter les parts d'une entreprise, le gouvernement du pays a le droit de faire ce qu'on appelle une préemption, de dire qu'il va, lui, acheter. Pour faire simple, une entreprise A, par exemple, qui fait dans le pétrole au Gabon, décide de se séparer de certaines de ses parts et donc de vendre ces parts-là à qui veut les acheter. Un acheteur vient et dit « Ok, je veux acheter vos parts à, par exemple, 100 milliards. » Le gouvernement a le droit de dire « Ok, comme tu es prêt à vendre tes parts à 100 milliards, je veux les acheter. » En réalité, quelle est l'intention ici? L'intention est d'éviter justement que des deals soient faits à la perte des États. Ce qu'on pourrait se questionner ici, c'est pourquoi le gouvernement de Bongo avait laissé faire cette situation sans préempter comme vient de le faire le gouvernement de Clotaire Oligui. Comment expliquer que quelques semaines auparavant, cet accord a été signé et le gouvernement précédent n'a rien dit du tout, a laissé la chose se faire et un nouveau gouvernement qui arrive se rend compte que, eh ben non, si vous êtes prêt à vendre à ce prix-là, fondamentalement à un prix certainement bas, eh bien, nous allons apprendre et acheter les parts. C'est ce qui se passe ici, en fait, pour faire de manière très simple, entre le gouvernement du Gabon et Morel et Prom. En août 2023, Morel et Prom avaient annoncé avoir signé un accord pour racheter les actifs d'Assala Énergie au fonds d'investissement américain Carlyle pour 730 millions de dollars, soit 440 milliards de francs CFA. La compagnie pétrolière française est en passe de perdre la main sur cette transaction. Dans son adresse à la nation du 31 décembre dernier, le président de la transition, Clotaire Oligui Nguema, a annoncé que son pays exercerait son droit de préemption sur cette cession. Il faut être très clair, ça veut dire que les choses étaient floues. Il a dit, dans cette optique d'augmenter nos recettes, nous avons décidé de faire valoir les droits de préemption de l'État pour le rachat de la société pétrolière Assala. Pour rappel, le porte d'actifs objet de la transaction est constitué d'une dizaine de champs pétroliers avec une réserve cumulée d'environ 97 millions de barils de pétrole, mais aussi des infrastructures de transport et de stockage de brut détenues par Assala. Dans cette société, Libreville est actionnaire minoritaire à 25% à travers Gabon Oil Company, la compagnie pétrolière publique. Une acquisition de la totalité des parts de Carlyle lui permettrait de devenir actionnaire de référence, ce que clairement le président de la transition veut faire.
Vous voyez comment beaucoup de business sont faits dans nos pays. On pourrait se demander comment expliquer qu'un aussi beau pactole soit vendu à un prix aussi bas. Comment expliquer ça? Bref, ce sont des choses pour lesquelles nous n'avons bien évidemment pas de détails, mais l'initiative du gouvernement du Gabon nous laisse bien voir que bien souvent, des contrats de cette nature sont signés dans nos pays, passent sous les yeux de nos gouvernements qui ne font pas usage de leur droit de préemption et laissent nos États perdre des sommes faramineuses. En tout cas, le gouvernement d'Oligui a décidé de faire préemption et bien évidemment, nous encourageons davantage ce genre de situation dans lesquelles les États étudient réellement la valeur des deals qui sont faits et décident quand c'est nécessaire, quand c'est un bon deal, de préempter et de s'imposer pour pouvoir acquérir les parts pour le pays. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces 3 actualités vous parle le plus. Partagez massivement ces informations et je vous dis peace.